Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change? Je sais pas. Ouais. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Azur, c'est le 4e déjà. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour tous les messages que j'ai reçus. Aujourd'hui, on reçoit un homme dont le nom évoque directement l'excellence, le savoir-faire à la niçoise. J'ai nommé Pascal Lac. Il va nous raconter ses débuts, ses victoires, ses défaites. Azur épisode 4, c'est parti. Bonjour Pascal. Bonjour David. Merci d'être venu aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Vous êtes là pour le 4e épisode. Et plaisir partagé. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui est Pascal? Alors moi, au départ, je suis né dans la région de Troyes, dans l'Aube. Okay. Et puis mon père, ma mère ont beaucoup bougé. Donc ça fait que j'ai fait pas mal de coins de France. Et puis après, je suis resté assez longtemps, à partir de l'âge de 11 ans, je suis resté à Lyon longtemps. Et puis j'ai habité quand même Antibes. Et j'avais cette envie de revenir à Antibes. Donc bon, je suis pas tombé à Antibes, je suis pas tombé loin, j'étais à Beaulieu-sur-Mer. Ok. La fibre artisanale et entrepreneuriale, vous l'aviez déjà dans la famille? Alors, dans la famille, mon père est artisan, mais dans le bâtiment, donc ça n'a rien à voir. Et j'ai tellement traîné sur les chantiers quand j'étais petit que je savais ce que je voulais pas faire. Ça et la mécanique. Moi, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis j'avais un oncle qui était pâtissier-boulanger. Alors la boulangerie, c'est un autre métier, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Mais la pâtisserie, ça me plaisait beaucoup. Et je me souviens, mon père a dit, mais tu veux vraiment faire ça? Je dis, ouais, mais t'es sûr? Ouais. Et ben alors demain, j'ai vu le boulanger du quartier et à minuit, tu vas aller l'aider. Et j'avais 13 ans. Et quand je suis revenu, il s'est dit, tiens, minuit, midi, ça devrait le calmer à 13 ans. Et j'ai dit, bah ouais, c'est ça que je veux faire. Bon, bah il dit, ça y est, c'est bon. C'est ce qu'il veut faire. Du coup, c'est ce boulanger qui vous a donné envie de faire ce métier à la base? Non, je pense que c'est plutôt mon oncle. Okay. Mon oncle, où j'allais tout le temps traîner dans les laboratoires, dans les ateliers, comme ils appelaient ça. L'odeur de la boulangerie, de la farine, du pain, et puis de la pâtisserie, forcément, puisque moi, c'était vraiment pâtissier que je voulais être. Ok. Qu'est-ce que vous retenez des premières années avant la Maison Lac? S'il y a des choses que vous avez à retenir, c'était quoi? C'est surtout mon apprentissage. Ouais. C'est au début, quand vous commencez le métier, vous commencez les premiers mois, mais ça c'est magique. Moi, je me rappelle la première tenue que j'ai eue. Le calot, le tablier blanc, ça c'était la classe. Je veux dire, on faisait un défilé de mode. Avec votre nom ou pas encore? Non, pas encore, pas de nom à l'époque. Et donc ça, c'était déjà la première chose. On avait une tenue. Et on avait quoi? On avait 14-15 ans. Ouais. Mais c'est au bout d'un moment, au bout de 6 mois, vous dites, waouh, c'est dur. C'est dur. C'est pas dur physiquement. Ça va être dur de devenir bon dans ce métier. C'est un vrai travail de précision. C'est un vrai travail de précision. C'est, comme je dis souvent à mes collaborateurs et collaboratrices avec qui je travaille, je dis, c'est un métier. Hein. Bien sûr. On va parler de la Maison Lac juste après. Mais j'aimerais savoir à quel moment, même s'il y a eu l'apprentissage, il y a eu l'oncle qui a un peu donné la voie, à quel moment vous vous êtes dit, ok, c'est bon, je vais voler de mes propres ailes. Être chez les patrons, c'est bien, ça apprend, mais je vais voler de mes propres ailes. Mais c'est quand vous travaillez chez les patrons, vous dites, tiens, moi je ferais pas ça. Tiens, je ferais pas ça comme ça. Et je le dis aussi chez moi, quand j'ai des collaborateurs et collaboratrices qui me disent, moi je ferais comme si, gars, faut t'installer. Hein. Moi j'ai fait la même chose, hein. Il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, je me suis dit, mais attends, ça je ferais pas comme ça. Alors vas-y, installe-toi et fais comme tu as envie. Ça marche pas. C'est ça, mais il faut prendre le risque. Mais il faut prendre le risque. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, transition est toute faite. La Maison Lac, racontez-nous la genèse. Moi, j'avais des amis qui sont installés à Lyon, qui ont une pâtisserie très très connue à Lyon. Et puis de les côtoyer, ils venaient de s'installer, ça faisait 2 ans, je pense. J'ai dit, putain, c'est bien ça. Moi, j'aimerais bien voler de mes propres ailes. Et puis, c'est ce qu'on voulait faire. Et ma femme, au début, quand je l'ai connue, elle m'a dit, non, mais attends, moi, la pâtisserie, jamais de la vie. Les gens, est-ce qu'ils vont manger des gâteaux tous les jours? Est-ce que c'est trop compliqué? Et puis voilà. Et puis un jour, je dis, attends, il faut qu'on fasse quelque chose. On va le faire ensemble. Et puis l'idée, voilà, c'était moi derrière, elle devant. Tu sais, c'est un peu c'est la caricature. Hein. Moi, je fais mes gâteaux, on les passe devant, toi, tu les vends. Ça, c'est le monde des bisounours. Ouais. La réalité est différente. Et après, il y a le terrain. Et du coup, quand on parle de terrain, on parle de défis. Vous avez eu sûrement des défis à l'ouverture, ou même encore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques défis que vous avez eu au début? On a eu des galères. Non, mais moi, je fais partie de la génération qui a fait l'armée. Et quand on est à l'armée, on n'a que des mauvais souvenirs. Quand on est dedans, on en a ras-le-bol. Ça dure 1 an, on fait que d'attendre. On fait du sport, beaucoup de sport. Et puis à la fin, vous oubliez tous les mauvais souvenirs. C'est que du bon. Et moi, aujourd'hui, on a galéré.
On a galéré pendant quelques années. On galère toujours, hein, dans un autre style. Bien sûr. Mais non, on se rappelle alors des défis. Pour moi, un défi, c'était de faire des commandes. On avait la chance d'être à Beaulieu-sur-Mer. On avait une très belle clientèle. On avait Bono, on avait Tina Turner, on avait Elton John. Voilà, on avait tous ces gens-là. Et quand eux, ils nous passaient des commandes, faut pas se rater. Ouais, là, c'était un stress. Ouais. Ouais, là, il dit, il faut qu'on soit bon. Hein. C'est ça qui a fait démarrer la machine. Non, c'est pas vraiment ça. On a démarré notre petite boutique tranquillement à Beaulieu. Et puis on a un gars qui est devenu un ami qui venait 3 jours par semaine, tard, et nous chercher de la viennoiserie. C'était qui? Alors, il s'appelle Fabien Lefebvre, il est meilleur ouvrier de France. Ok. Il a gagné le prix Tétinger, il a travaillé longtemps au Bristol en tant que second. Ok. Et après, il avait sa maison avec une étoile Michelin, 2 étoiles Michelin, je crois, sur Béziers. Et lui, un jour, il dit à son directeur d'hôtel, il dit, la viennoiserie qu'on a, elle est nulle. Moi, ça fait 6 mois que je teste un pâtissier, ce qu'il fait, c'est top. Et donc, c'est le métropole de Beaulieu-sur-Mer, maintenant actuellement qui est fermé, mais qui était un relais château, qui était un fleuron de le triangle d'or, hein, Aise, Beaulieu, Saint-Jean. Et il nous a fait confiance et on leur a fait toute la viennoiserie, une partie de la pâtisserie. Et ça fait du bien. C'est un bon démarrage. 2 mois après, on a eu la Villa Efrosi de Rothschild, qu'on a servi pendant 12 ou 13 ans au Salon de thé. Et bah ouais, ça c'est bien, ça vous donne confiance. Et puis surtout, quand vous parlez avec d'autres clients, ou alors même les clients qui vont là-bas, nous on avait des clients de métropole qui venaient au Salon de thé, on sait que c'est vous qui faisiez la viennoiserie, on vient goûter des gâteaux, et puis ainsi de suite. C'est des belles références. C'est des très belles références. Nobles en plus. C'est des belles références, mais quand vous dites que à l'époque on faisait les desserts de Bono pour U2 ou Tina Turner, ça envoie. Ça envoie quoi. Et si on avance un peu plus sur le littoral, on vient vers Nice. Comment vous avez fait, d'après vous, pour imposer la pâtisserie Lac, le chocolatier Lac à Alors, Nice? On n'a rien imposé du tout. Ok. C'était pas ça du tout l'idée. Parce que à l'époque, quand on s'est installé notre petite boutique, comme je vous dis, on travaillait tous les deux. Et puis ça a bien marché. On a embauché des gens. D'ailleurs, notre chef Stéphane Blétry, qui est berlugan, qui est vraiment de Beaulieu, il est rentré dans l'entreprise le 15 octobre 95. Ok. Et il y a encore, c'est le chef de production de la Maison Lac. Donc voilà, on travaillait tous les deux. Après, on était à 3, 4. Puis ainsi de suite, et puis à la fin, c'est comme le pain pour finir le fromage, ou le fromage pour finir le pain. Il y a un moment où vous dites, on était trop serré, on a cherché un autre laboratoire, Beaulieu-sur-Mer, c'est compliqué pour trouver des locaux, et puis on est quand même une nuisance, hein, que ce soit les odeurs, le bruit, tout ça. Et puis un jour, on m'a présenté le Nid des Friandises, qui est devenu le 18 rue Barla aujourd'hui, avec des laboratoires, qui est une boutique qui existe depuis les années 40. On a eu l'opportunité d'acheter cette boutique pour avoir les laboratoires derrière. Et puis, on l'a refaite, ça a explosé. Et puis, on s'est vu que, oui, le potentiel à Nice est encore plus important qu'à Beaulieu, forcément. 4000 habitants, avec une très belle clientèle à Beaulieu, mais très saisonnière. Et puis, voilà. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. On avait encore plus de place dans les laboratoires. On a racheté un laboratoire extérieur. Puis, quand vous avez de la place dans votre laboratoire, vous dites, mais attends, s'il y a une opportunité, et puis, c'est des opportunités. Ouais, c'est pas une quête de dire... non, pas du tout. On avance, il y a des opportunités. Ouais, on a une opportunité, tiens, ça peut être intéressant. Alors, il y a des fois, on transpire un peu, mais... Qu'est-ce que Nice vous a apporté, mis à part la masse de la population? Le développement. Le développement est énorme. À Beaulieu, on a eu du mal à ouvrir 2 boutiques. À Nice, quand vous prenez notre boutique rue Geoffredo et notre boutique du Vieux-Nice, c'est pas loin, alors que c'est des quartiers qui sont totalement différents et à milieu de tout. C'est une zone de chalandise qui est complètement différente. Si on va un peu plus loin jusqu'à 4000, c'est encore une autre... pourquoi 4000? Moi, j'ai un ami qui fait les vestes de cuisine. Et lui, c'était son truc, c'était Galerie à Fête Gourmet, il faut que tu t'installes là-bas, il faut que tu sois à Cap 3000, c'est la référence et tout ça. Alors, quand vous êtes à Beaulieu, Cap 3000, c'est très loin. Ouais, vous y allez pas. Hein. Donc, j'ai dit oui, c'est ça. Et puis un jour, à force de me le dire, quand j'ai commencé à être à Nice, j'ai dit tiens, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un sur Cap 3000, et puis les gars, ils me disent oui, on va voir, on sait pas. Bon, et puis un jour, ils m'ont rappelé en me disant ouais, tiens, on se rappelle que vous étiez venu. Voilà, on a commencé à travailler avec les Galeries Lafayette Masséna, quand on a ouvert Geoffredo. Okay. On a eu cette chance de pouvoir on leur a fait des vitrines, on leur a fait des choses comme ça, donc il y avait une belle collaboration. Une image, Et puis là, l'emplacement, il est extraordinaire. Et puis, forcément, vous commencez à connaître Galeries Lafayette,
bah, le pont, il est pas très loin pour être à Gourmet ou à Cap 3000. Et puis voilà, on a commencé à discuter. Et puis un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, on aurait peut-être un projet pour vous. Alors, un projet, ouais. Bon, moi, j'étais jeune, j'en voulais. Il me dit, voilà, je vous explique, dans 4 ans, on va refaire les galeries à Fête Gourmet. Et je dis, vous m'appelez pourquoi? Il me dit, ouais, on pourrait réfléchir à quelque chose dans 2-3 ans. Mais je dis, dans 2-3 ans, Ouais, la visibilité. est-ce qu'on sera encore là? C'est ça, ça. On n'en sait rien? La preuve, la preuve, aujourd'hui, ils ont vendu la totalité, quoi. Ouais. Ils ont plus de galeries à Fête Gourmet Il y a plus la Fête Gourmet. à Cap. Mais Donc, vous y êtes encore, vous. mais moi, et là, je lui dis, mais moi, je vous installe un stand. Si moi, vous me donnez 6 mois, j'installe le stand. Donc, il a fait un demi-tour, m'a dit banco. Et en même temps, on était en train de discuter sur l'acquisition de l'entreprise qu'on a maintenant, 12 rue de la Préfecture, dans le Vieux-Nice. D'accord. Que je voulais pas laisser passer. Dans la même année, on a ouvert les deux. Donc, c'était. C'était un vrai défi, ça. Ouais, là, c'était des défi. Et j'ai une question que je me suis toujours posée. J'ai pu voyager à travers la France et vous êtes beaucoup, surtout à Nice, à Cap 3000. Vous n'êtes pas à Paris, à Marseille, à Lyon ou même à Monaco. C'est plus un choix stratégique, émotionnel. Il y a plusieurs choix. Il y a un choix financier pour Monaco. Ouais. Ça, on va pas se mentir. Non, on l'a dit au début de l'émission, on est des artisans. On fait du frais tous les jours. Donc, c'est compliqué. Et puis, on va dire qu'on est chauvin, quoi. Comme dans le Sud, on n'a pas envie que les Parisiens viennent nous apprendre notre métier. Et les Parisiens, ils n'ont pas envie qu'on vienne les chatouiller là-haut. Donc, pour l'instant, c'est bien. On s'occupe de ce qu'on a à faire ici. C'est déjà bien, quoi. Mais si les Galeries Lafayette vous avez demandé de dupliquer ce qu'ils ont fait à Cap 3000, en frais, on n'aurait pas pu le faire. Ouais. Moi, de rouvrir un laboratoire là-haut, ça m'aurait pas intéressé. Et puis, la preuve, eux l'ont compris. Puisque, à part des maisons ancestrales comme Pierre Hermé, qui est dans plusieurs Galeries Lafayette, mais sinon, vous regardez, ils prennent que les locaux. Quand vous montez Lafayette Paris, c'est des locaux. Hein, ouais. C'est pour garder le frais au maximum. Voilà, c'est ça, c'est logique. Si vous voulez, on passe plutôt à la famille, à la transmission. J'ai cru comprendre que votre fils travaillait avec vous. Comment ça se passe, cette transition? Est-ce que dès le début, vous leur avez appris d'aller sur le terrain ou vous leur avez dit fais des études et on verra après? J'ai toujours dit à mes enfants, l'entreprise, vous vous sentez pas obligé. Hein. L'entreprise, pour faire ce métier, il faut être passionné. Mais comme tous les métiers. Et demain, de faire un métier où on n'est pas passionné, franchement, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Donc, partant de là, j'ai des enfants qui ont bien marché à l'école. Ils ont baigné dans l'entreprise toute leur jeunesse. Ma fille, dès qu'elle a eu l'âge, elle était dans les boutiques. Mon fils, il venait nous aider au labo. Donc, il a cette culture quand même tous les deux. Et puis ensuite, quand il a commencé à faire ses études, il m'a dit ouais, pour l'entreprise, qu'est-ce qui serait bien? Je lui dis tu sais, ce que nous on sait pas faire les pâtissiers, on sait faire des gâteaux, des chocolats, mais la gestion c'est autre chose. Quand on gère une entreprise où on est 4 salariés et quand on en a un peu plus, 50, 60, c'est plus pareil quoi. Ça on l'a pas appris. Donc il a fait droit d'entreprise, il a fait tout son cursus, il a fait des stages dans différentes maisons. Et puis après, il a dit ouais, moi j'aimerais bien faire un stage là. Et puis voilà, il est resté. Et ça fait 11 ans maintenant, 10 ans, 11 ans. Et j'ai l'impression que c'était hier. Il est plus sur la partie du coup, administratif. Administratif, ok. Ouais. Mais à un moment, je crois que je pense que lui me dit ça serait bien que je passe mon CAP. Je dis bien sûr. Donc il a passé son CAP de pâtissier. Okay. Et c'était vraiment la limite. Il a tellement de travail aussi dans l'entreprise que il y a un moment, on peut pas tout faire, quoi. Donc, il a passé son CAP de pâtissier, et c'est bien, il sait de quoi il parle, quoi. Puisqu'on façonne, hein, aussi. Vous avez des demandes un peu farfelues, ou des demandes qui sortent de l'ordinaire? Ouais, tout à l'heure, quand on parlait de mes, des YouTube et tout ça, j'ai un jour un gars qui vient, il me dit, moi, je travaille pour Joel Silver. Et moi, j'ai pas voulu faire style, je connaissais pas, parce que je connaissais pas. Je dis, ouais, c'est bien. Et là, il me dit, sans me piéger, il me dit, il faudrait me faire, tout le truc de son dernier film. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Et là, je lui dis non, on en était loin. Et je lui dis ok, mais lequel? Il dit Matrix. En réalité, Joel Silver, c'est le producteur de Matrix. Okay. Il a fait Incassable, il a fait tout ça, donc c'est pas non plus un novice, pas un inconnu. Et là, quand il m'a dit Matrix, waouh, je voyais le bonhomme à l'envers avec tous les chiffres qui tombaient et tout. Je dis aïe aïe aïe. Et puis c'était l'été, c'était au mois de juillet, donc voilà, donc là, bon courage. Ouais. Comment vous voyez le monde du chocolat de demain? On a vu, je prends l'exemple du chocolat de Dubaï là, qui a fait pendant 3 semaines une histoire, alors qu'au final c'est du chocolat qu'on peut trouver en grande surface. C'était eux qui l'ont fait. Hein. Enfin, il a été fait par eux. Donc, Mais donc du coup,
Est-ce que le monde du chocolat va être le même que le monde de la grande consommation qu'on connaît maintenant, ou est-ce qu'il y a une niche, c'est une niche et qui ne bougera pas autant que... Alors là, il y a plusieurs questions. Hein. Ouais. Parce que la tablette Dubaï, c'est l'effet réseaux sociaux, on est bien d'accord. Hein. Totalement. Ça, il y a 10 ans, on n'en aurait jamais parlé. Hein. Totalement. Ou différemment. Après, comment moi je vois notre métier dans l'avenir, ça c'est encore une autre question. Le métier, le métier d'avenir, moi, dès qu'on s'est installé, on faisait beaucoup de produits, on faisait un peu de salé, parce que ça fait partie de notre métier. Hein. On faisait de la glace, tout ça. Mais je voulais devenir vraiment très chocolatier. Et puis travailler que le chocolat toute l'année, que ça, c'est pas facile, hein, qui le font très bien. Il y a la maison L'Oiseau d'Or de Philippe Cornet qui font du chocolat à l'année, qui ont une vraie référence depuis des années, depuis plusieurs générations. Christian Comprini qui est ma référence aussi chocolatier, qui est à Valbonne. Mais même aussi, il est obligé de se diversifier un petit peu, il fait du mariage et tout ça. Donc nous, on a vraiment voulu, on a gardé la pâtisserie parce qu'on est très pâtissier, mais on voulait vraiment avoir cet ADN chocolat. Et là, pour les 30 ans, on fête les 30 ans cette année. Ça fait longtemps que je veux faire mon chocolat à partir de la fève, sourcé et tout. Et donc, l'avenir, pour moi, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'il faut continuer à travailler, à faire du maison. Ça, c'est hyper important. L'excellence. L'excellence, on l'espère. Mais c'est nous qui la façonne. Voilà, on met la barre où c'est dur. Mais et puis voilà, le fait maison, c'est primordial de bien le faire, de le faire maison, c'est primordial. Et puis je pense qu'on peut pas faire tous les produits quoi. Il y a un moment. Donc on va dire on va en faire. C'est comme spécialiser quoi. Voilà, il faut se spécialiser. C'est devenu une mode maintenant de manger vegan. Est-ce que vous avez des produits vegan ou est-ce que vous partez du principe que tous vos produits sont vegan? Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, ça fait 10 ans qu'on réfléchit sur le sans sucre, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sans gluten, ça fait pareil qu'on fait du vegan, qu'on essaie du vegan, c'est dur, hein. Vous savez, le sans gluten, parce que les gens, ils vont voir à la radio, attention, le gluten. Alors oui, c'est vrai, le gluten, c'est pas super bon, mais le problème, c'est que du gluten, vous en êtes partout. Et il a été transformé, ce gluten. Oui. Donc, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, vous le supportez plus. Donc les gens entendent une émission, ils viennent voir, ah mais attends, non, moi je mange plus de gluten, je suis allergique au gluten, mais il faut dire que quelqu'un qui a une forte allergie, une intolérance, une forte allergie au gluten, il mangera rien chez nous, parce qu'on a de la contamination croisée, donc il mangera rien, lui le sait, il va même pas le demander. Alors que les gens qui ont vu soit sur Insta, c'est pas bien, c'est si, ou une émission, ils vont dire non mais on pourra rien manger. Non mais ça va, c'est léger. Mais le pire c'est qu'il y a 10 ans, on n'entendait pas parler de tout ça sans gluten. Enfin, au final, moi je rigole de ça, des fois je me dis, on mange sans rien quoi. Enfin, ben voilà, on peut boire un verre d'eau. C'est ça. Et voilà. quand on va pour manger des pâtisseries ou du chocolat, c'est pour se faire plaisir. Donc si on commence à se mettre des restrictions, je trouve. Mais je pense que enfin moi en tout cas, j'ai pas la réflexion végane. C'est-à-dire que on peut pas dire je prends ma recette et je la modifie. Non, c'est pas ça. On repart d'une page blanche. Ouais. Qui est spécial vegan et voilà. Qui est moi j'ai eu fait avec un ami qui est à New York et je vais travailler sur un cake chocolat parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Relais Dessert et je voulais présenter quelque chose de vegan et sans gluten. Donc c'est des farines de châtaigne, c'est des choses comme ça. Et on avait j'ai dit tofu. Il me dit mais attends, moi je t'en ramène du tofu, ce qu'ils appellent le tofu soyeux. On n'a pas ça en France. Non. Donc il m'a rapporté ça et c'était c'était bien. Mais quand j'ai goûté mon cake au chocolat à côté, celui que je fais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On dézoome sur le chocolat et on est plus sur votre vision de l'avenir et de ce que vous avez déjà accompli. Est-ce que vous avez des rêves encore à accomplir ou pas si ce n'est des rêves, des projets, ou est-ce que vous vous dites on a fait des choses pas mal jusqu'à maintenant Alors, il y a un moment où il va falloir que je m'arrête quand même. Vous y pensez à ça? Non, j'y pense. Oui, j'y pense, mais différemment. Je dis toujours, le jour où on commence à dire, ouais, je suis le meilleur, là, c'est bon, on est arrivé. Il faut arrêter. Hein. Déjà, on a été trop loin. Ouais. On a été trop loin. Il faut toujours se dire, on va encore faire, on va modifier ça, voilà. Moi, je suis plus dans cet esprit-là. Et puis peut-être dire un jour, attends, il faut laisser la main, quoi. Là, le train, je vais descendre du train tranquille ou. Et vous passez le train à votre fils, du coup? Ouais, voilà, oui, mais Julien, il est déjà bien ancré, il a vraiment fait sa place. C'est pas évident. C'est pas évident. Oui, surtout, c'est des fois difficile de passer pour le fils d'eux, etc. Voilà. Alors qu'il faut se faire sa place. Voilà. Mais ce que je dis toujours, derrière un nom, il faut mettre un prénom.
Alors pour le premier qui l'a fait, c'est facile. Ouais. Pour le deuxième, il faut mettre le prénom. Mais lui, il y arrive très bien. Il faut mettre son empreinte. Ouais, il met son empreinte, il n'y a aucun souci. On parlait de l'ancrage que vous avez notamment à Nice. Comment vous voyez Nice dans les 5 prochaines années? Bah, en tout cas, les 5 dernières années, ou même les 10 dernières années, on va dire, Nice a été métamorphosée. Que ce soit la coulée verte, que ce soit le tram, que ce soit Nice. Et vous savez, on s'aperçoit que c'est une très belle ville. Alors déjà, le matin, quand vous baladez, vous dites, merde, on est bien. Mais quand vous voyagez, que vous revenez, vous dites, hey. Totalement. Là, moi, j'étais en Calabre il n'y a pas très longtemps, pour un concours sur la Bergamote. Vous atterrissez, vous arrivez sur la promenade, vous dites, hey. La classe. Je dis toujours ça à ma femme quand je vais à voilà. Paris ou n'importe où et que je reviens. Je dis, on est bien quand même. Eh oui, c'est beau, non? Voilà, c'est ça, c'est quand on voyage. Alors quand on est toujours là, on trouve très beau. Moi, je m'émerveille encore le matin, si jamais je suis en arrivant sur la Grande Corniche ou quoi que ce soit, vous dites, ah, c'est quand même beau quand même. Hein. On a la chance d'avoir un lieu naturel très beau, et en plus, ben voilà, il a été encore plus protégé et puis sublimé. Comment vous voyez la France, que ça soit sur le plan économique, sur le plan social? Est-ce que vous sentez les 5 prochaines années positives ou plutôt négatives? Ben, je sais pas, déjà avec tout ce qu'on nous raconte, tout ce qui se passe dans le monde. Et nous, on est des commerçants. Alors, vous entendez qu'en Russie, ça se passe pas bien. Israël, là en ce moment, ça cogne un peu de partout. Et les gens, ça leur fait peur, ça. Alors nous, on est toujours un artisan. Ah, c'est un commerçant, il est sur l'économie. Ouais, mais on y pense, quoi. On y pense. Donc, on subit. Et puis alors à chaque fois que vous avez quelque chose, on vous dit bah non mais là ça va être plus calme, hein, il va y avoir les élections municipales. Après on va avoir les élections, on est tout le temps en élection quoi. Il y a au moins toujours au moins 10-15 produits qui sont tout le temps touchés, mais bien touchés. Et moi j'en ai le beurre. Le beurre, on a pris une augmentation de folie. La noisette, j'en parlerai pas. Et puis alors si on va sur le terrain du cacao, alors là on peut en parler aussi. Hein. Ouais. Le cacao, pour donner un ordre d'idée, c'est que le beurre de cacao s'achetait il y a 1 an et demi à 7 €. Là, il est monté à 62 €. On m'a fait des propositions à 32. Non mais. Ok. Et tout le reste. Du coup, par rapport à ça, est-ce que vous êtes le patron qui fait ses achats derrière son ordinateur, ou est-ce que vous êtes le patron qui va sur le terrain et qui va directement à la source? Les deux. Hein. Les deux, mon commandant, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que je suis parti au Pérou. Il y a pas très longtemps. On a fait plusieurs plantations, Amazonie et puis aussi nord du Pérou sur Piura. Les planteurs sont super contents. Ils disent ouais là maintenant on est au vrai prix. Mais j'ai envie de dire votre vrai prix aujourd'hui vous vendez à 8 €. Nous on achète à 20 et on les achetait à 6. Il y a un petit décalage, non? Il y a un petit décalage là. Il est où? C'est pas vous qui prenez ça. Et on l'a vu. C'est bizarre parce que on était en manque de beurre de cacao très très cher. Et là aujourd'hui ils commencent à déstocker du beurre de cacao qui arrive en fin de vie fin décembre. C'est pas très logique. Alors qu'il a une durée de vie d'1 an. Et est-ce qu'il vous est venu l'idée d'aller avec plusieurs pâtissiers ou plusieurs chocolatiers comme vous à travers la France et de monter comme une organisation pour acheter la denrée en gros? Non. Pas du tout. Non. Alors, comme je l'ai dit, on a une association qui s'appelle Relais Dessert et on est international, on est 100 pâtissiers dans le monde entier. Et ils ont essayé, tout le monde a essayé ça. Il y a une association qui marche comme ça en Suisse, mais elle était faite l'après-guerre. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est les Suisses, c'est encore différent. On n'a pas la même rigueur, on n'a pas la même. Et dans cette association, on a essayé des choses, mais ça marche pas. Parce qu'on est tous individualistes. Et oui. C'est chacun notre truc. Oui, mais la base, la denrée, c'est la même. Ouais, mais alors moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un copain, il m'appelle, il me dit tu te rends compte, si on achète 17 tonnes de cacao, j'ai dit ok. Il arrive où ton cacao? Bah, il va arriver soit à Marseille ou soit là-haut dans le nord. Ok. Ouais. Comment on fait au Havre? Comment on fait? Faut l'entreposer. On monte tous les deux, on va ouvrir les trucs et on se met des. Oui, ce que vous gagnez en l'achetant en mais gros, rien du tout. Vous le perdez en entreposage. Mais perdez, à mon avis, vous payez même plus cher. Même plus. Voilà, donc c'est très compliqué. Parlons moins business, parlons un peu plus imaginaire. Je vous parlais déjà d'une table imaginaire que vous aimeriez avoir à un moment donné. On imagine que vous avez 3 personnes, qu'elles soient vivantes ou plus là. Bah, c'est plus amusant quand ils sont plus là. Hein. C'est plus amusant. Mais qui inviteriez-vous autour de cette table et pourquoi? Bah, moi, je vais rester dans mon métier, malheureusement. D'échanger une soirée avec Monsieur Le Nôtre, avec Gaston Le Nôtre.
Alors aujourd'hui, on est trop Instagram, on met en lumière des gens, c'est super, hein, des gens qui existent depuis peu, et on en oublie un peu les anciens, mais des gens comme des gens comme ça qui ont une idée à la seconde, qui ont vécu leurs rêves, des passionnés jusqu'au bout. Voilà, mais c'est surtout dans mon métier, quoi. Il y a une deuxième personne? J'ai pas, je dirais mes grands-parents. Ouais. Ouais. Et pour dire, voyez, regardez, vous m'avez vu débuter dans le métier, regardez, aujourd'hui je fais ça, ça vous plaît ou pas? Et eux adoraient la boulangerie et la pâtisserie. Vous avez, j'imagine, des passions, et vous avez des moments où vous travaillez pas. J'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup marcher. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Voilà. Alors moi d'abord, c'est la montagne que j'aime. Ok. Ça, j'aime beaucoup. Il se trouve que j'ai fait le Mont Blanc avec des amis pâtissiers pour changer, il y a 12 ans de ça. Et puis on était toute une équipe et on s'est dit, au bout de 10 ans, on va se faire un truc. Et puis on s'est aperçu que on commence à avoir des plannings qui sont chargés, on n'est pas arrivé à s'entendre. Et je dis, mais moi je veux le faire, moi, je vais faire un truc tout seul. Et j'avais cette envie quand même de me retrouver un peu tout seul. Je pense que c'est l'âge. Donc prendre le recul, quoi. Ouais, un peu de recul, je sais pas. Puis j'ai jamais été quelqu'un de festif, de tout ça. Donc ça me va bien. Donc j'ai pris mon sac à dos, je suis parti de Nice, je suis monté à Chamonix à pied. Donc ça, bon, il y a rien d'extraordinaire, c'est le GR5, donc et ça m'a plu. Et tous les ans, je fais quelque chose. Il y a une année, je suis parti à Pont-Aven avec mon vélo. Cette année, je suis parti dans le Massif Central à pied. Ouais, ça j'aime bien ça. Comment ça s'organise? Votre femme vous aide, quoi? Faut pas. Ah, vous organisez pas? Non, c'est step by step. Je me dis ouais, je vais faire ça, tiens, là, tout le long de l'année, je dis tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, puis je peux changer. Mais un mois avant de partir, je suis capable de changer. C'est ça qui est intéressant. Je suis capable de prendre mon sac à dos demain. Un sac à dos, c'est 8 kilos. Je prends mes affaires, je les mets dans mon sac et je pars 15 jours. Et si dans votre sac à dos, vous deviez mettre un produit de votre maison, ça serait lequel? Du chocolat. Hein. Et quel Pérou. Le Pérou. Ouais. Pendant longtemps, j'étais très amoureux du chocolat Madagascar, encore. Mais ça fait quelques années, je suis vraiment accro, peut-être pas, mais ouais, j'aime bien les chocolats du Pérou. Pascal, si vous aviez un mot, une phrase, une citation qui vous ressemble bien pour finir cette interview, ça serait quoi? Alors moi, c'est pas, je suis pas trop citation, mais c'est plus des mots. Vous savez, à chaque fois, vous dites quand c'est le 1er janvier, vous dites oh, bonne résolution. Alors des résolutions, c'est bien, ça dure 15 jours, 3 semaines. Comme toujours. Comme on boit plus d'alcool, on boit plus ci, on boit plus ça, ça dure. Moi, j'en ai jamais bu de 20 000, donc j'ai pas de problème. Mais non, mais c'est plus des mots, hein. Empathie. Ça, c'est plutôt des mots qui vous ressemblent, qui me touchent, ouais, qui me touchent. Et l'empathie, cette année, c'était l'empathie. Pourquoi? Je sais pas. J'ai vu un reportage il y a pas très longtemps sur les Japonais, et les Japonais apprennent ça depuis tout petit, à s'occuper des gens avant eux-mêmes. Et c'est bien, c'est une belle promesse quand même, c'est un bel héritage. Et voilà, de rester dans l'empathie. Donc il y a des fois, je me le rappelle. Mais vous dites ça parce que vous pensez le climat qu'on a en France fait que chacun pour sa gueule, si vous me permettez l'expression, et du coup. Ouais, mais même vous, même on est dans la rue ou quoi, même soi-même, on s'énerve pour des trucs. On dit mais on est ouais, ça avance pas sur la route, on klaxonne. On klaxonne. Qu'est-ce que ça va changer quoi? On est vite irritable. C'est ça le truc. Et c'est ça que je dis. Et il y a des fois, je dis mais tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change quoi? Et on en veut à tout le monde. Alors. C'est peut-être pas les réseaux sociaux. Quand vous êtes en montagne, on croise un marcheur, on se dit bonjour. Ouais. S'il a un problème, on l'aide. Dans la rue, alors vous allez me dire, il y a trop de monde. Mais vous êtes en ville, personne ne se dit bonjour. Vous êtes sur un trottoir, même si vous êtes dans un petit village qu'il n'y a personne, les gens ne se disent pas bonjour. Mais en montagne, on se dit bonjour. C'est le fait qu'on soit... On prend le temps. C'est le fait peut-être qu'on soit trop dans un endroit. Peut-être. Qui fait que Et puis chacun a l'impression qu'il est persécuté aussi, peut-être. Ouais. C'est peut-être ça, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas assez de recul pour ça. Comme on dit, wait and see. Voilà, par exemple. Merci Pascal. Merci David. À bientôt. Au revoir.